À la une de cette édition, les travailleurs de la centrale syndicale Humanisme ont célébré la fête du travail. Nous reviendrons sur les points principaux de cette cérémonie. Nous parlerons du réseau international des femmes expertes du numérique qui était en campagne de sensibilisation sur les technologies de l'information et de la communication. Une initiative qui a ciblé 1500 jeunes filles. À l'occasion du lancement de ces activités, l'ONG Action Nouvelle pour le développement durable en Côte d'Ivoire a initié une conférence sur l'entrepreneuriat. Et la formation en cybersécurité dénommée CyberOps a tenu toute cette promesse. Le point complet dans ce journal. Très ravi de vous savoir en notre compagnie pour ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Les travailleurs de la centrale syndicale Humanisme, à l'instar des travailleurs du monde, ont célébré la fête du travail ce 1er mai au groupement sapeurs-pompiers militaires dans la commune d'Adjamé. Deux points principaux ont rythmé cette cérémonie. L'hommage au secrétaire général Soro Mamadou, élu au poste de premier vice-président de la Confédération syndicale internationale Afrique, et la remise du cahier de revendication de la centrale au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale après sa lecture. Nos reporters Philippe Zabo et Doumbia Ayouba étaient à la cérémonie, suivant leur compte-rendu. Fête du travail, jour de revendication sociale et salariale, mais exceptionnellement jour d'hommage, comme celui que la centrale syndicale Humanisme a rendu à son secrétaire général pour son élection au poste de premier vice-président de la Confédération syndicale internationale section Afrique. Une élection qui s'est tenue le vendredi 30 novembre 2023 à Nairobi au cours des assises du 5e congrès ordinaire de la Confédération. Ce 1er mai était donc bien choisi pour faire la fête. Chasser le naturel, il revient au galop. Cet hommage n'a pas empêché la centrale syndicale de remettre ses doléances sociales aux représentants du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Puis, devant ses syndiqués, Soro Mamadou a ébauché ses revendications futures. C'est pourquoi il nous plaît de rappeler que certaines préoccupations urgentes sont là à porter, qui méritent d'être dites. L'ensemble des 32 organisations des dockers et dockers transit et l'ensemble des 5 centrales syndicales me chargent de dire au gouvernement, en 2019, Son Excellence le Président de la République, dans le cadre de la modernisation et de la revalorisation de la fonction de dockers et dockers transit, a pris un important décret que l'ensemble des travailleurs de la communauté portuaire, les dockers, ont salué et fêté. Mais depuis 5 ans, le patronat des ports d'Abidjan et de San Pedro hésite. Au nom de l'ensemble de ces organisations, je voudrais dire au patronat des ports, il n'y a plus le temps à l'hésitation. Le temps à l'hésitation n'existe plus. Il n'y a pas d'initiative haute. Il n'y a pas d'alternative haute. Il faut maintenant mettre en place le nouvel organe de gestion des dockers et dockers transit de Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par la prise de parole du représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, parrain de la cérémonie. Ce dernier a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA à la centrale syndicale Humanisme. Boris Vian disait, et je cite, « Le travail, c'est ce qu'on ne peut pas s'arrêter de faire quand on a envie de s'arrêter de le faire. » Fin de citation. Pour eux, le travail à la fonction publique a pris fin, mais ils comptent rester dynamiques malgré leur âge. Ce sont les retraités organisés en union avec un objectif, celui d'aider les seniors à avoir une vie décente. Pour ce faire, l'UNAREPSI a été mise sur pied ce week-end. Quel est son plan d'action et ses axes prioritaires? Les réponses dans cet élément commenté par Michel Brou. Comment vivre sa retraite pleinement et paisiblement? C'est la question qui réunit ces seniors dans cette salle. Et la réponse, il faut s'unir. D'où la mise en place de cette organisation, l'UNAREPSI,
entendez l'Union nationale des retraités actifs du secteur public de Côte d'Ivoire. Association nouvelle ayant des axes prioritaires pour son fonctionnement. 97% des fonctionnaires ivoiriens sont partis à la retraite sans toit. Or, quand on vit dans sa propre maison, on vit bien. Et quand on vit bien, on vit longtemps. Le premier axe, donc, c'est de créer des conditions avec l'architecture BTCS, c'est-à-dire bloc terre compressé stabilisé. Nous allons permettre aux retraités d'avoir un toit, même à la retraite. Une première rencontre qui aura permis d'élire un président. Occasion pour ces hommes et femmes du troisième âge de prendre connaissance du statut et règlement intérieur de cette organisation qui ambitionne couvrir tous les districts du pays. Donc nous allons faire 14 sections dans chaque district. Chaque district va être une section. Donc nous allons donner des missions. À travers les 3 points que j'ai donnés là, nous allons donner des missions à chaque section. De sorte que nous savons où nous allons. À tous les retraités de Côte d'Ivoire, du secteur public, nous lançons un appel. Un appel pour qu'ils se mobilisent. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons notre mot à dire, plus nous serons bénéficiaires. Le président de l'Union nationale des retraités actifs du secteur public de Côte d'Ivoire est élu pour un mandat de 5 ans. Dans les mois à venir, une cérémonie d'investiture aura lieu, marquant le début des activités de cette union. Le RIFEN, Réseau international des femmes expertes du numérique, a initié du 6 mars au 30 avril 2024 une campagne de sensibilisation sur les technologies de l'information et de la communication. Pour cette deuxième édition du RIFEN Tour for Girls in ICT 2024, plus de 1500 jeunes filles ont été sensibilisées sur le numérique dans les villes d'Abidjan, Grand-Bassam, Bonois et Yamoussoukro. À la veille de l'apothéose de cette campagne, le réseau a donc organisé un dialogue ouvert sur les défis et opportunités liés à l'accès des femmes et des jeunes au numérique. Un dialogue suivi par Konena Norgo et Ezekiel Seri. Selon l'enquête 2022 de mesure de la Société de l'information de la RTCI, en Côte d'Ivoire, 87% des femmes n'utilisent pas l'ordinateur et 66% n'utilisent pas l'Internet. Un tableau alarmant que le RIFEN, Réseau international des femmes expertes du numérique, entend changer à travers une meilleure accessibilité des femmes au numérique. Pour mieux dresser la question, le RIFEN a initié le lundi 29 avril un dialogue ouvert sur les défis et opportunités de l'accès des femmes au numérique. Nous savons qu'on parle tous d'inclusion numérique, et il ne peut pas avoir véritablement de transformation numérique si nous n'adressons pas la question de l'inclusion de tous. Et l'inclusion de tous passe également par la prise en compte des gens, la prise en compte des besoins spécifiques. Et nous pensons que les femmes et les jeunes filles ont des besoins spécifiques en matière d'accessibilité. Et c'est pourquoi le RIFEN Tour, qui a été lancé depuis le 6, a décidé à la veille de la cérémonie officielle de clôture d'adresser cette problématique afin que tous nous puissions contribuer à la mise en place de stratégies de politique nationale concernant la question de l'accessibilité des femmes et des jeunes filles. À ce dialogue ouvert étaient présents des experts du numérique, mais aussi des représentants de l'Union africaine et internationale des télécommunications, UAT et UIT. Un dialogue organisé par le RIFEN dans le cadre de la campagne de sensibilisation RIFEN Tour for Girls in ICT. Cette deuxième édition de la campagne a permis de sensibiliser plus de 1500 jeunes filles sur le numérique à Abidjan, Grand-Bassam, Bonois et Yamoussoukro. Ce qu'il faut savoir, c'est la vision de la transition numérique et de la digitalisation. Pour le ministre, c'est très clair. C'est une transformation numérique et digitale inclusive qui ne doit laisser personne de côté. Les hommes, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes, les personnes, les vieux et tout le monde. Les ruraux, les personnes dans les villes et ceux qui ne sont pas alphabétisés et ceux qui le sont. Lancé le 6 mars, le RIFEN Tour for Girls in ICT a pris fin le 30 avril 2024.
Diaspora One a inauguré le jeudi dernier son siège officiel. Une nouvelle étape dans son engagement vers sa mission et sa communauté est située aux deux plateaux à proximité du siège de la CEI dans la commune de Cocody. Ce nouveau siège renforce l'infrastructure de l'organisation et vise à optimiser ses activités. Nous témoignent Diane Kablancan et Doumbia Ayuba. Ce jeudi, une atmosphère de joie et de fierté règne au sein de Diaspora One. C'était à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation de son nouveau siège. L'objectif est de renforcer son infrastructure et d'optimiser ses activités. Ce nouveau siège situé aux deux plateaux, non loin du siège de la CEI, Commission électorale indépendante, dans la commune de Cocody, représente un symbole fort de l'engagement continu de l'organisation envers sa mission et sa communauté. La diaspora aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est des compétences. C'est des compétences qui viennent se mettre à la disposition du pays. Quand les Ivoiriens de l'extérieur retournent en Côte d'Ivoire, ils apportent toujours un plus en termes de niveau de vie, en termes de performance, en termes de compétences, enfin sur tous les plans. Donc l'État gagnerait vraiment à faire en sorte que les Ivoiriens de l'extérieur qui le désirent puissent venir prendre leur place en Côte d'Ivoire. Durant ces 4 dernières années, l'organisation a travaillé sans relâche pour remplir sa mission essentielle, notamment assister et orienter les Ivoiriens résidant à l'étranger, désireux de retourner dans leur pays d'origine, en leur fournissant des conseils avisés et une assistance administrative précieuse. Nous avons à cœur aussi de faire en sorte que les politiques publiques qui sont engagées en Côte d'Ivoire tiennent compte de la particularité des besoins des membres de la diaspora ivoirienne, c'est-à-dire des Ivoiriens de l'extérieur, en termes d'accès au financement, en termes d'accès au foncier, en termes de toutes les difficultés qui peuvent être levées par l'État pour faciliter justement ce retour-là. Diaspora One est une plateforme des anciens membres actuels de la diaspora ivoirienne. Elle a été créée le 31 janvier 2020. Sa mission est d'assister et orienter les Ivoiriens de l'extérieur. Entrepreneuriat et environnement. Quel avenir pour le développement durable en Côte d'Ivoire? La question a été au centre d'une conférence au Centre américain de l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'était ce week-end à l'occasion du lancement des activités de l'ONG Action Nouvelle pour le développement durable en Côte d'Ivoire. Issa Badini et Doumbia Ayuba y étaient. Voici leur compte-rendu. ANDCI entendait Nouvelle Action pour le développement durable en Côte d'Ivoire. C'est un des nouveaux-nés des organisations de la société civile qui a pour centre d'intérêt l'environnement et le développement durable. Mis sur les fonds baptismaux il y a un an, c'est le lancement officiel des activités aujourd'hui, ici au Centre américain Corner, à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Agir de manière verte. Agir de manière à préserver l'environnement, agir de manière à faire en sorte que l'impact des activités qui sont menées soit réduit quant à la destruction de l'environnement. Parce qu'on estime qu'on ne peut mener aucune activité de développement économique valable si l'environnement autour de nous est détruit, si on n'est pas dans un environnement sain. Et quand je parle d'environnement sain, ce n'est pas seulement la faune, la flore, mais c'est également le cadre de vie, c'est également l'autonomisation des personnes, c'est également l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour un baptême de feu, quoi de plus normal qu'un panel, sinon des panels en lien avec l'environnement. Entrepreneuriat, promotion, préservation et protection de l'environnement. Quelle action est l'un des thèmes abordés? Panéliste, pour Hassan Koulibaly, il n'y a que d'opportunités dans l'entrepreneuriat vert. Que ce soit à un petit niveau, à petite échelle, ou alors à moyenne échelle sur le plan communautaire, ou même à l'échelle un peu plus grande à l'échelle des pays, notamment en parlant de crédit carbone, en parlant de valorisation des déchets, en parlant sur le plan de l'efficacité énergétique, en parlant sur le plan de la mobilité urbaine. Il y a vraiment beaucoup de l'agroforesterie, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour l'entrepreneuriat dans le domaine de l'entrepreneuriat vert. Plein d'opportunités à saisir, selon Hassan Koulibaly, devant un public pas loin d'être conquis. Investir aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est investir sûrement. Et donc, nous avons pris bonne note.
Entrepreneuriat et environnement, quel avenir pour le développement durable en Côte d'Ivoire? Voilà la question qui va rythmer désormais la vie de cette jeune organisation. Et toujours dans le chapitre environnement, le dimanche dernier s'est tenue la première session pour l'exercice 2024 du comité de gestion locale de la réserve naturelle Mabiyaya dans la région de Lamé. Cette session était couplée à la cérémonie officielle de remise des récompenses aux organisations lauréates de la première édition du prix vert. L'objectif est d'améliorer la gouvernance de la réserve naturelle de Mabiyaya et assurer le fonctionnement du comité de gestion locale et de contribuer également au renforcement de l'implication des communautés locales à la conservation de cette réserve. Richard Akeke, commenté par Michel Brou. Ce sont 28 participants présents à la première session pour l'exercice 2024 du comité de gestion locale de la réserve naturelle Mabiyaya dans la région de Lamé. Cette activité a réuni un large éventail de personnalités, notamment des représentants des différentes organisations partenaires et financières, l'ensemble du corps préfectoral, des autorités locales et des membres de la société civile. Plusieurs points ont été abordés à cette occasion. Le compte rendu de la deuxième session 2023, le bilan des activités de gestion de la réserve au thème du premier trimestre 2024, le processus de désignation des lauréats pour l'édition 2023 du prix vert de la meilleure organisation locale de conservation autour de cette réserve, entre autres. La journée de ce jour consistait à l'organisation d'une double cérémonie, comme on l'a dit. Il s'agissait de la première session 2024 du comité de gestion locale de la réserve de Mabiyaya et puis une cérémonie de récompense des meilleures organisations locales qui se sont illustrées par leurs contributions à la gestion de la réserve. Et nous voyons déjà qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives autour de la réserve pour aider l'OIP à protéger cette réserve-là. C'est pourquoi l'OIP a tenu à organiser ce prix-là pour récompenser ces organisations qui aident l'OIP à la protection, à la sauvegarde de cette réserve. Je suis là aujourd'hui à cette première session de l'année 2024 et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, on a fait le bilan des activités de la direction de zone sud-est qui gère au quotidien cette réserve. La direction a fait le bilan. Ensuite, elle a fait le point de tous les projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans cette aire protégée et autour. Je tire vraiment chapeau à ces organismes-là et on les accompagnera effectivement à ce que ces accompagnements soient plus efficaces et que ça soit effectivement au bénéfice de ces populations riveraines qui ont effectivement veillé sur le maintien de cette réserve depuis belle lurette. Plusieurs lots composés de bâches, de chaises et de motos ont été remis aux lauréats à cette occasion. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté parce qu'être lauréat d'un concours et puis le publier publiquement, vraiment j'ai été ému. La première édition du prix vert de la meilleure organisation locale de conservation autour de la réserve naturelle Mabiyaya a récompensé 3 organisations lauréates désignées par le comité de gestion locale. Initiée par l'organisation Smart Africa, la formation en cybersécurité dénommée CyberOps, à laquelle plusieurs apprenants avaient participé, a vu son apothéose ce lundi. L'École supérieure africaine des technologies et de l'information de la communication, l'ESATIC. Elle s'est terminée par la remise du certificat de formation à 152 lauréats. Le témoignage de Walter Kofi. Ils se sentent capables de défendre les entreprises et administrations contre toute forme de cyberattaque. Ces nouveaux gendarmes du digital sortent d'une formation au bout de laquelle ils voient décerner un certificat. Une formation cybersécurité dénommée CyberOps, initiée par l'organisation Smart Africa et pilotée par l'École supérieure africaine de technologie de l'information et de la communication ESATIC. Ils sont exactement 152 jeunes diplômés formés au Centre d'innovation en cybersécurité de l'ESATIC. C'est de pouvoir déjà protéger nos infrastructures IT des attaques imminentes. C'est aussi de pouvoir nous prémunir aussi de cette évolution qui, si sans contrôle, pourrait avoir un impact plus
plus néfaste pour nos économies. Vous le savez très bien, aujourd'hui, toutes les entreprises publiques comme privées font face à d'énormes attaques venant d'un peu partout. Aujourd'hui, il faut mettre dans les administrations des cadres et les ATIC a été sollicité par Smart Africa et le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, pour renforcer la formation dans ce domaine-là, pour former plus de jeunes, mais continuer à soutenir le secteur privé, l'entreprise privée, pour qu'il y ait des cadres compétents pour éliminer l'ensemble une bonne partie, on ne pourra peut-être pas tout éliminer, mais une bonne partie des menaces. Au nom des récipiendaires, Konan Daniela, étudiante à l'ESATIC, a remercié les organisateurs pour la qualité de la formation reçue et aussi pour les parchemins qui leur ont été décernés. La formation a été d'une grande utilité pour nous puisque nous avons appris comment réagir face à des menaces, quelles sont les meilleures pratiques et techniques en matière de cybersécurité. Et nous croyons que cette formation nous aidera à pouvoir nous développer en entreprise. Notons que l'ESATIC a été choisi en Côte d'Ivoire pour conduire le projet pilote de mise en place du Centre d'innovation en cybersécurité en collaboration avec Smart Africa pour combler le déficit de compétences professionnelles dans le domaine de la cybersécurité. L'actualité nous emmène à Bouaké, à la faveur de la sortie officielle des étudiants de la 9e promotion de master professionnel droits de l'homme et action humanitaire de l'université Alassane Ouattara. Epiphane Zorobi Balo a entretenu ses fioles et l'assistance sur les notions de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a développé toutes ces valeurs autour du thème corruption et droits de l'homme. C'est un véritable coup magistral que le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a dispensé aux auditeurs de la 9e promotion de master professionnel droits de l'homme et action humanitaire de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. À leur sortie officielle de fin de formation, le président Epiphane Zorobi Balo, à travers le thème corruption et droits de l'homme, a appelé ses filleuls à cultiver les valeurs de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance. Selon lui, leur pleine application concourt en effet à lutter contre la corruption et à assurer la réalisation des droits de l'homme. De façon plus globale, la finalité de toute action de gouvernance, d'une gouvernance intègre, d'une gouvernance transparente, c'est de pouvoir assurer la pleine réalisation des droits de l'homme. Quand on parle de droits de l'homme, il s'agit de favoriser la liberté d'expression, il s'agit de favoriser l'éducation. Et pour pouvoir assurer donc le bien-être de nos populations, le chef de l'État a mis un accent particulier sur une gouvernance intègre, une gouvernance vertueuse. Et c'est pour cela que l'ensemble des institutions en charge de lutte contre la corruption ont été renforcées, dont la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Dans l'ensemble, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a montré à l'assistance que le respect des droits de l'homme contribue à la lutte contre la corruption et favorise l'épanouissement des populations. De leur côté, les auditeurs de la 9e promotion de master professionnel droits de l'homme et action humanitaire, issus de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques, ont trouvé enrichissant la présentation du conférencier. Désormais à la disposition du marché de l'emploi, ils comptent faire bon usage de toutes les connaissances acquises durant leur formation. Maintenant, nous sommes prêts à aller dans la vie professionnelle, c'est-à-dire avec nos diplômes dans le domaine des droits de l'homme et de l'action humanitaire, nous allons nous lancer au niveau international, dans les ONG et autres. En tout cas, nous sommes prêts maintenant pour affronter le domaine professionnel. C'est une formation qui a été assez enrichissante. Remettant leur parchemin de fin de formation, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a conseillé ses filleuls d'avoir de l'audace et du courage dans cette carrière de défenseur des droits de l'homme afin de combattre de nombreux maux comme la corruption. Le plan d'aménagement du parc national du Mont Péko a été validé la semaine dernière à Diokwe au cours d'un atelier. Il ressort de cet atelier de présentation du plan d'aménagement et de gestion, la participation des populations riveraines et autres acteurs de cette réserve. La bonne nouvelle est que les populations riveraines du parc bénéficieront de micro-projets en vue d'améliorer leur cadre de vie. Le témoignage de Théodore Kanga. Un atelier local de présentation du plan d'aménagement et de gestion du parc national du Mont Péko, suivi d'une réunion le lendemain du comité local de gestion, a eu lieu récemment à Diokwe.
Ce plan ambitieux vise à adapter les services et impératifs actuels à une gestion rationnelle dans le but de doter le parc d'un processus participatif en vue d'une gestion durable. Un plan d'aménagement et de gestion, c'est l'outil maître, la boussole pour la gestion d'une aire protégée. C'est un document de planification qui retrace les objectifs et les actions à mener sur une aire protégée pour une durée de 10 ans. À l'Office ivoirien des parcs et réserves, ces actions-là sont regroupées en général sous 6 programmes de gestion, 5 ou 6 programmes de gestion en fonction de la nature de l'aire protégée. Vous avez un programme consacré à la protection, à la surveillance, un autre en général au suivi écologique et à la recherche scientifique que nous mettons en œuvre avec les universités et centres de recherche. Très belle initiative que cet atelier pour élaborer le plan d'action de la gestion du Mont Peko. Pour 2 raisons. La première raison, c'est l'aspect participatif. Vous avez vu que vous avez la présence des autorités préfectorales, des autorités coutumières, des chefs de services techniques. Donc tout le monde a donné son mot, a donné sa vision en ce qui concerne l'élaboration de ce plan. Donc, le second aspect, vous savez, on passe de l'informel au formel. On passe de quelque chose qui était non structuré à un élément structurant. Nous sommes satisfaits des résultats. Depuis que le président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu prendre en main la gestion du parc avec le déplacement des populations qui étaient à l'intérieur, la Verdu a repris ses droits. La Banque mondiale, par le biais du projet d'investissement forestier phase 2, offre aux populations riveraines du Mont Peko, c'est qu'elles pourront bénéficier de micro-projets en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Le parc national du Mont Peko est une zone à grande richesse naturelle et écologique, abritant une diversité exceptionnelle d'espèces végétales et animales. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à sa préservation. Du 12 au 13 avril 2024, le cabinet de formation Starkill Academy, en collaboration avec la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, section San Pedro, a initié un atelier de formation à l'endroit des entrepreneurs de la région. L'objectif étant d'évaluer le potentiel de ceux-ci. Plusieurs entrepreneurs issus de divers domaines d'activité ont pris part à cet atelier qui avait pour thème « Comment entreprendre avec succès en 2024 ?» Le point avec Pierre Tebeu. L'auto-évaluation du profil de l'entrepreneur, type d'entreprise, l'idée de la communication sur le business plan, technique de levée de fonds, conseils pratiques sont les modules qui ont été enseignés à ces nombreux entrepreneurs. Il a été question également d'évaluer le potentiel de ces jeunes hommes d'affaires entrepreneurs avec à la clé le partage d'expériences des uns et des autres. Pour Jean-Yves Tiemoko, manager de Starkill Academy et délégué régional de la FGC, cette formation sera un outil indispensable aux mains de ses auditeurs. Les entrepreneurs avaient véritablement un souci qui était le souci de pouvoir être performants et de pouvoir être compétitifs sur le marché international. Et donc il fallait pour nous alors comprendre la problématique réelle qui n'était pas dans le fond la problématique de financement. C'est vrai que le financement à un certain niveau est un souci, mais le réel problème reste et demeure le problème de formation, d'information, de structuration. Et donc le cabinet de la Starkill Academy a accepté de s'inscrire dans cette dynamique-là, bien entendu, pour donner les outils qu'il faut aux entrepreneurs afin de leur permettre de bâtir des entreprises durables et concurrentielles sur le marché que nous savons être très concurrentiel. Les participants se disent bien outillés après cet atelier de qualité reçu dont les modules dispensés cadrent avec leurs besoins. Académie. Cette formation, j'ai acquis beaucoup de connaissances parce que déjà il y avait ce que je ne maîtrisais pas. En tant qu'entrepreneur, cette formation nous a appris beaucoup de choses. Ce cours a été pour moi un voyage enrichissant en connaissances et en nouvelles compétences. J'ai réalisé grâce à ce cours l'importance de l'éducation et du développement personnel dans l'entrepreneuriat. Cette session de formation
est une première pour le cabinet de formation Starkill Academy et ses partenaires dans la ville de San Pedro. Au vu du programme et du contenu des modules de formation enregistrés et enseignés, la prochaine formation est très attendue. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute la direction de Business 24 Africa, nous souhaitons une belle fête de travail à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire et du monde entier.